Alors, on y revient. Donc, je disais tantôt que je vais vous entretenir sur l'intégration aux États-Unis, quoi. Donc, pour aller vite, vraiment, voici le plan. On va parler de comment les États-Unis fonctionnent. On va parler de vos droits et responsabilités en tant que résident permanent. On va parler de comment s'installer aux États-Unis. On va parler de comment s'installer aux États-Unis. On va parler de J'ai comment une prendre question. soin. Pardon? J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, la question concerne ce que je suis en train de faire ou bien ça concerne les présentations précédentes? Parce que avant que vous n'entrez, on a fait comprendre qu'on devait parler de la loterie américaine. Je vois que vous êtes en train de parler lorsqu'on a déjà été sélectionné. Je sais pas. Bon, apparemment, vous Oui. êtes arrivé après et il a déjà parlé en fait du process pour jouer la loterie et ce qu'il va faire, il va revenir à la fin. Donc, si vous avez des questions, il faut les garder pour la fin. Ok, Hein, merci. monsieur Ali. Ok, OK. monsieur. Pas de quoi, pas de quoi. OK, comme je disais tantôt, passons directement. Bon, présenter le plan, ça va perdre un peu de temps. Donc, OK. Comprendre les États-Unis et les ressources utiles. Les États-Unis, c'est un pays qui est constitué de 50 États et de nombreux territoires. Et comme dans la majorité de nos pays, elle est gérée selon un principe de ministère. On appelle ça les departments. Il y a les ministères et les organismes fédéraux. En fait, euh, le pays est géré globalement par le pouvoir fédéral et puisqu'il est constitué de 50 États fédérés, chaque État a également ses ressources pour gérer ses citoyens, quoi. Donc, au niveau ce qu'on a comme ministère, généralement, on a le ministère de l'Éducation, de la Justice, de la Trésorerie, l'administration de la Sécurité sociale, le ministère d'État, Sécurité intérieure, etc. Vous pouvez avoir tout cela sur le site web qui est indiqué. Aux États-Unis, comme dans tous autres pays, on a des jours fériés. On a 10 jours fériés. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est un détail. Vous pouvez, pour plus d'informations en tant qu'immigrant, pour avoir, si vous avez besoin d'informations pour vous faciliter votre intégration, vous pouvez vous contacter l'USCIS qui, actuellement, quand vous avez eu à passer l'étape vous devenez immigrant, vous devenez, résident permanent, vous êtes sur la charge de l'USCIS qui est le service d'immigration et de citoyenneté. Donc, les sites utiles, ce sont les deux que vous avez là pour les contacter. Ou également obtenir de l'aide quand vous êtes aux États-Unis, il y a les bibliothèques publiques. Les bibliothèques publiques sont partout. Je dirais dans chaque quartier, pas dans chaque ville. Dans chaque quartier, il y a au moins une bibliothèque publique. Et les bibliothèques publiques sont gratuites. Vous pouvez obtenir des informations. Vous pouvez obtenir des informations également par le biais de l'annuaire téléphonique qui est accessible au numéro indiqué, le 411. Vous pouvez obtenir de l'aide sur Internet. Mais quand vous allez sur Internet, il faut savoir exactement quel est le site, qu'est-ce que vous regardez comme information. Parce qu'il y a des sites pirates, des sites d'arnaque. Donc, comme une indication, c'est que les sites qui concernent généralement le gouvernement, le gouvernement américain finissent par .gov. Comme on a eu l'exemple, comme on a l'exemple un peu plus haut de USCIS.gov. Et également, les sites que vous devez visiter sont les sites qui sont protégés généralement. Protégés, ça veut dire qui sont sécurisés.
Donc, dans l'adresse du site, vous allez voir HTTP, généralement avant d'avoir le site www.xx.gov. Donc, le HTTP, si vous ne voyez pas S à la fin, il faut faire attention. Ça, c'est quelque chose, c'est une attitude que vous devez adopter le plus généralement quand vous travaillez sur Internet. Si vous êtes sur un site qui n'est pas sécurisé, ça veut dire que ça n'a pas été certifié en fait. Et vous n'avez aucune certitude que les informations que vous y recueillez sont les informations réelles. OK. Donc, sur ce, passons au prochain point. Parlons des droits et des devoirs en tant que résident permanent. Comment on peut suivre les procédures? Allô? Oui, Oui, monsieur Ali, je vous écoute. Est-ce que vous pouvez noter votre question et me la poser à la fin de la présentation, s'il vous plaît? Ce oui, serait plus aimable. oui, bien sûr, monsieur. Vous avez dit que dans l'Afrique centrale, il y a la siège là, à Douala. Et est-ce que c'est faire possible qu'on va suivre les procédures là en notre email ou bien on va aller installer à Douala avant pour suivre notre procédure? Pouvez-vous garder votre question pour la fin, s'il vous plaît? D'accord, d'accord, On va revenir dessus. d'accord. OK, merci beaucoup, merci. Donc, en tant que résident permanent, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs? Comme résident permanent, vous avez le droit de vivre partout aux États-Unis, dans les 50 États ou dans les territoires. Vous avez le droit d'y vivre. Vous pouvez travailler aux États-Unis. Vous pouvez posséder une propriété, c'est-à-dire acheter une maison. Vous pouvez continuer vos études. Vous pouvez demander un permis de conduire dans l'État où vous résidez. Vous pouvez rejoindre certaines branches des forces armées. Donc, je pense qu'il parlait du riche qui fait partie du corps armé, qui vous donnera plus de détails dessus. Vous pouvez bénéficier de certaines allocations et aides gouvernementales. Vous pouvez postuler pour devenir citoyen américain une fois que vous êtes éligible. Vous pouvez demander des visas pour vos conjoints ou vos enfants qui sont non mariés afin qu'ils vous rejoignent aux États-Unis. Vous pouvez partir et retourner aux États-Unis sous certaines conditions, c'est-à-dire vous absentez pas trop pour longtemps, par exemple, parce que si vous vous absentez pour plus d'un an, vous avez beaucoup de chances de perdre votre statut de résident permanent. Donc, en ce qui concerne vos devoirs, vous avez le devoir, le premier devoir, c'est de vous conformer à toutes les lois fédérales, étatiques et locales. Et on sait tous, vous ne pouvez pas vous conformer à des lois si vous ne les connaissez pas. Donc, vous devrez tout faire pour connaître la loi. C'est-à-dire que quand vous êtes en infraction, vous n'avez pas le droit de dire « je ne savais pas », ça n'existe pas. On va vous frapper comme la loi le prévoit. Vous avez l'obligation de payer toujours vos impôts. On appelle ça ici les taxes. Vous avez le droit de payer vos taxes. Il y a les taxes fédérales, les taxes étatiques. Vous devez les payer. Vous devez vous inscrire. Ça, c'est pour les hommes âgés entre 18 et 26 ans. Vous pouvez vous inscrire au Selective Service. Ça concerne, ce sont les forces armées, en fait. Ils le conseillent. Là, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas beaucoup de détails dessus. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou pas. Ulrich pourra en dire plus. Vous avez le devoir de maintenir votre statut d'immigration. C'est entre autres ne pas vous absenter pour longtemps et d'autres détails encore. Vous devez avoir en tout temps sur vous une pièce d'identification qui prouve que vous êtes résident permanent. Vous devez, lorsque vous déménagez d'un État à l'autre, toujours notifier en ligne, notifier dans un délai de 10 jours en ligne sur le site de l'USCIS. Généralement, on ne le fait pas parce que lorsqu'on notifie au niveau de la poste, ça se met à jour, désolé, ça se met à jour automatiquement. Donc, ça, c'est ce qui concerne vos devoirs, vos droits et vos devoirs en tant que
citoyen, en tant que résident permanent. Maintenant, le prochain point, c'est s'installer aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'installer aux États-Unis? Première chose, il faut que vous obteniez un numéro de sécurité sociale. Lorsque vous remplissez pour ceux qui seront retenus, en remplissant la DV, le formulaire que vous allez soumettre en ligne pour que le KCC vous prenne en compte dans la procédure. Il y a un endroit où on vous demande si vous voulez qu'on vous alloue un numéro de sécurité sociale. Donc, ça, c'est un identifiant unique qui aide le gouvernement à suivre, à vous identifier et à suivre vos revenus et vos prestations à n'importe quel moment, en tout temps. Ça aide également les institutions financières et certaines agences à vous identifier. Donc, c'est un numéro très important qui doit rester secret pour vous seul dans tous les cas. Parce que s'il tombe entre les mains de personnes mal intentionnées, comme on dit souvent, c'est que vous êtes mort. Donc, c'est important de le garder secret. Vous pouvez trouver un endroit où vivre. Vous devez louer une maison dans un premier temps parce qu'acheter une maison, il faut certains critères que vous n'aurez pas forcément à vos débuts. Donc, vous devez, pour bien vous installer, vous devez rechercher un emploi. Je conseille généralement aux gens de commencer par les emplois basiques parce que ça vous aide à devenir financièrement indépendant, donc de ne pas dépendre longtemps de votre hôte qui vous aura accueilli. Et également, il ne faut pas vous arrêter là, fixez-vous des bases parce que les États-Unis, comme on dit, c'est le pays des rêves, c'est le pays de American Dream. Donc, les rêves que vous avez toujours eu à avoir en Afrique, dans votre pays, ici, là, vous pouvez le faire. On sait bien que c'est différent, c'est difficile souvent de trouver l'emploi qu'on a toujours rêvé avoir quand on est en Afrique. Mais ici, l'occasion nous est donnée. Donc, rêvez, poussez vos objectifs très loin. Et pour cela, il vous faut forcément améliorer votre niveau d'anglais. Parce que si vous ne savez pas causer la langue, vous aurez beaucoup de blocus. Il vous faut améliorer vos compétences sociales et professionnelles. Il vous faut, et ce qui est très important, garder votre casier judiciaire vierge parce que vous avez quelque chose de mauvais. Si vous fumez la drogue et lors des tests de pré-emploi, on se rend compte que vous avez de la drogue dans le sang, votre travail est perdu, vous ne pouvez pas être embauché. Vous pouvez obtenir des certifications parce que les États-Unis sont vraiment un pays, professionnellement parlant, ils sont très exigeants au niveau des capacités, comme on dit, des compétences, en fait, ça c'est le terme. Et les compétences s'acquièrent plus en fait, ça ne s'acquiert pas plus. Les certifications sont plus orientées profession, compétences. C'est pour ça que avoir une certification vous aide plus à trouver un travail que celui qui cherche un diplôme. Je ne dis pas que le diplôme n'est pas important. Le diplôme vous aidera à évoluer dans l'entreprise. Par exemple, s'il y a les postes de responsabilité, on regardera au niveau du diplôme, celui qui a un bachelor, celui qui a un master, c'est à celui-là qu'on pourra plus permettre d'avancer, s'il est compétent justement, d'avancer en grade. Donc, c'est ça. Vous devez apprêter votre curriculum vitae, ce qu'on appelle ici là résumé. Donc, le système de résumé de CV aux États-Unis est carrément différent du système de résumé dans les autres pays francophones. Donc, vous devez vous arrimer au système d'ici également. En parlant d'entretien d'emploi, c'est tout un système qu'il faut que vous inculquiez pour pouvoir facilement trouver du travail. Et une autre étape, c'est de publier votre CV sur les plateformes d'emploi. Elles sont nombreuses. Pour ceux qui en ont besoin, je pourrais les balancer plus tard dans le groupe. Concernant toujours l'installation, les parents qui ont des enfants, il est conseillé pour vous de trouver des garderies pour vos enfants afin que lorsque vous êtes au boulot,
vos enfants soient en sécurité quelque part. Et l'État, généralement, vous conseille de vraiment faire un bon choix en ce qui concerne ces fournisseurs-là, parce qu'il y a des garderies qui ne sont pas forcément comme on le souhaite. Et vous êtes invité dans ces cas-là de dénoncer et de retirer vos enfants. Donc, vous avez tous les droits à ce niveau-là. Parlant du transport, je l'ai dit plus tôt, il est important d'obtenir un permis de conduire. Un permis de conduire s'obtient en 2 temps. Il y a une phase théorique, toujours comme dans nos pays, vous composez sur le code de la route, et il y a une phase d'examen pratique. Je n'entre pas dans les détails. On sait tous comment ça se passe. Après avoir obtenu le permis de conduire, il est conseillé, mais là, ça dépend tout un chacun d'acheter une voiture. La voiture ici n'est pas un luxe. La voiture, c'est une nécessité. La voiture vous aide à vous déplacer assez facilement pour aller là où vous voulez, au boulot et tout. Quand vous n'avez pas de voiture, c'est vraiment la peine de sortir, attendre le bus et tout. Et surtout, c'est plus difficile encore si vous êtes dans un état où il neige. Imaginez-vous attendre le bus pendant peut-être 30 minutes sous la neige. Je ne vous souhaite pas, c'est très compliqué. Donc, c'est ça. On passe au prochain point. Comment prendre soin de votre argent? Parlant de vos finances personnelles, il est conseillé de créer un compte bancaire. Il y a deux types de comptes bancaires, les comptes courants ou comptes chèques, je pense, et les comptes d'épargne. Vous pouvez également demander une carte de crédit, une carte Visa de crédit et l'utiliser de manière responsable. Ça c'est pour pouvoir construire votre crédibilité aux États-Unis parce que c'est quelque chose qui est très important. Peut-être contrairement à nos pays d'origine, ici, là, si on veut vous vendre la maison, par exemple, vous ne pouvez pas acheter une maison si vous venez seulement dire, voilà, mon compte est fourni, j'ai 100 millions de dollars. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas acheter une maison comme ça. Pour acheter la maison, on va voir si vous avez une attitude responsable en ce qui concerne l'utilisation du crédit. Est-ce que vous êtes capable de prêter, d'utiliser le crédit qu'on vous donne et de rembourser à temps? C'est cette utilisation responsable-là qui fait que votre score augmente. Il y a plusieurs moyens de vérifier votre score. Il faut toujours payer vos impôts. Ça, c'est ce que j'ai dit plus tôt. C'est très important. Sinon, le redressement, soyez sûr, l'État fédéral contrôle tout. Si vous ne payez pas vos taxes, tôt ou tard, on va vous faire le redressement. Et je ne vous souhaite pas d'être dans ce genre de situation-là. Il faut vous protéger et protéger votre argent. Généralement, il y a les scammers, ce qu'on appelle les scammers, ce sont les arnaqueurs. Ils sont pleins ici. Ils sont pleins. Ils sont spécialisés dans le vol d'identité, dans les pièges de tout genre, les pièges téléphoniques qui vous envoient les emails pour vous tromper. Clique ici si tu veux faire telle chose et tout ça. Dès que vous cliquez, vous vous retrouvez, oh, je n'ai plus. Votre compte est vidé d'un coup, par exemple, et tout, et tout, et tout. Donc, faites très attention à ce que vous recevez comme appel. Faites très attention à ce que vous visitez sur Internet. Faites très attention à là où vous cliquez. C'est très important. Pour comprendre le système d'éducation et les soins de santé. L'éducation ici, contrairement peut-être toujours au système anglophone, pour vos enfants, vous avez le niveau élémentaire, le niveau intermédiaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement postsecondaire ou supérieur. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, on a la possibilité d'avoir les certifications, je l'ai dit un peu plus tôt. On a l'associate degree. L'associate degree qui est un peu comme l'équivalent d'un bac plus 2 chez dans le cursus francophone, mais qui ne s'obtient pas forcément en 2 ans ici aux États-Unis. Vous pouvez obtenir votre associé degree même après 4 ans. Tout cela dépend de votre disponibilité à fréquenter. Ici, on ne met pas la pression. Vous pouvez prendre une matière, un semestre, vous travaillez dessus, vous évoluez comme ça. Donc, ça dépend de votre disponibilité à prendre des cours.
Il y a le bachelor. Après l'associé, vous avez le bachelor qui est l'équivalent de la licence. On a le master, on a le doctorat, on a les études postdoctorales. On a aussi l'éducation pour adultes. Il y a des écoles publiques et des collèges qui proposent des cours d'éducation pour adultes afin de leur permettre d'obtenir des diplômes équivalents au bac. Au bac, ce qu'on appelle ici là le high school diploma, sorry. Donc, il y a des écoles pareilles. Donc là, on simplifie un peu plus parce qu'on sait que les adultes ont des problèmes, n'ont pas la tête assez fraîche comme les jeunes, quoi. Également, parlant d'éducation, apprendre l'anglais est très indispensable, vraiment très indispensable. Et ici, quand vous venez aux États-Unis d'un pays où vous ne parlez pas l'anglais, il vous est conseillé de vous inscrire aux classes de ESL. ESL, c'est English as a second language, donc l'anglais comme second langage, comme seconde langue. Désolé. Donc, ça, c'est pour pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, améliorer votre niveau d'anglais. Et lors de ces cours, on tient compte que vous êtes en train vous avez maîtrisé une langue à l'avance et que vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Ce n'est pas comme un enfant qui est né ici et qui commence l'école dès la base, quoi. Donc, c'est ça. Parlant des soins de santé, les soins aux États-Unis sont très, 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 très excessivement chers. Excessivement cher. Vous n'avez pas à quel point, vous ne savez pas à quel point c'est excessivement cher. Je pense que ce n'est pas seulement aux États-Unis, partout, même en Europe, même au Canada, c'est très cher. Donc, il est très avantageux pour vous, si vous travaillez, de prendre une assurance auprès de votre employeur. Ou bien pour ceux qui ne travaillent pas, vous pouvez aller sur le marketplace et acheter une assurance. Même comme le marketplace est assez cher également, mais c'est mieux que de n'avoir aucune assurance et d'aller à l'hôpital. Contrairement également, il y a des programmes aussi qui aident à alléger les tâches à ce niveau-là. Donc, il y a des programmes qui offrent des avantages sociaux fédéraux, comme je disais tantôt. On a le Medicare. Le Medicare qui est un programme d'assurance maladie pour les personnes âgées de plus de 65 ans et plus et pour les personnes disabled, handicapées. On a le Medicare qui est un programme fédéral pour les résidents à faible revenu. Généralement, quand vous venez d'arriver, il est conseillé de vous inscrire à ce programme-là parce que ça vous aide. Ça vous aide. Certains États vous couvrent totalement, d'autres États vont vous couvrir juste en cas d'urgence et tout, mais c'est important d'y souscrire jusqu'à ce que vous vous sentiez capable de vous assurer personnellement. Il y a le programme d'assurance de maladie pour enfants, le CHIP, il y a le SNAP, il y a le TAMF, il y a une multitude de programmes vraiment. Il faut juste avoir l'information. Comment assurer la sécurité de votre maison et de votre famille? Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est un pays qui est en même temps un pays d'opportunités, de rêves, mais c'est un pays où la délinquance juvénile est vraiment, ça creve le plafond. Donc, rassurez-vous que vous êtes en tout temps, quand vous êtes à la maison, surtout chez vous, que vous êtes en sécurité. Pour cela, il est conseillé de connaître les techniques de premiers soins. Parce qu'on ne sait jamais quand vous allez être en face peut-être de l'enfant qui est étouffé ou d'une personne qui a perdu connaissance. Ça peut être votre époux, ça peut être un proche, ça peut être un ami. Donc, il est important de prendre ces cours-là pour savoir, pendant que vous appelez l'ambulance, vous appelez les urgences, de pouvoir réanimer la personne. Parce que c'est généralement en un laps de temps, le temps qu'une personne perd connaissance, là, c'est ces moments-là qu'on peut généralement faire quelque chose pour sauver la personne. Donc, il est conseillé de prendre les cours de premiers soins. Il est conseillé d'avoir toujours les contacts du service antipoison parce qu'avec les enfants, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent avaler, si c'est les détergents, si c'est tout. Donc, ayez toujours les contacts prêts pour savoir, pour quand vous dites ce qu'il faut faire dans ces cas.
bien fermer vos portes. Vous rassurez que vous avez des bons verrous pour vos portes et rassurez-vous que vous les fermez toujours bien. Rassurez-vous que l'appartement que vous louez, vous avez des détecteurs de fumée au cas où il y a un incendie. Parce que ça, c'est le premier niveau qui va vous alerter. Quand vous avez un détecteur de fumée et qu'il y a la fumée, il y aura un bruit insupportable. Ça va déclencher une alarme insupportable à la maison. Donc, dans ce cas, vous pouvez directement réagir si c'est à votre niveau ou bien appeler les urgences. Certains appartements sont liés directement aux urgences que quand l'alarme déclenche, vous n'avez pas besoin de signaler que les urgences, les sapeurs-pompiers sont là dans les quelques minutes et agissent. Vous devez toujours savoir où se situe l'hôpital, le poste de police et les casernes les plus proches. J'insiste plus sur l'hôpital où qui a les salles d'urgence. Parce qu'en cas de problème, si vous n'êtes pas, il est conseillé d'appeler les urgences au 911. Mais si ce n'est pas si c'est un genre, vous pouvez conduire votre personne. Il est important de savoir où se situe les centres de santé les plus proches. Et ça, c'est aussi facile avec la technologie aujourd'hui parce qu'on a Google Maps, on a beaucoup d'applications qui nous permettent de nous retrouver géographiquement. Il faut savoir où se trouvent les vannes principales de gaz, d'électricité, d'eau dans votre maison parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir fuite. Il faut s'entraîner avec votre famille en cas sur l'évacuation, en cas d'incendie dans votre immeuble. On ne sait pas, on ne sait jamais. Ça peut, vous pouvez avoir un incident un jour et il faut dégager. Donc, c'est bon. Les Américains font souvent ce qu'on appelle les drills. Les drills, ce sont les simulations d'évacuation. Donc, au bureau, souvent, on va dire, ah, on sonne l'alarme, là, on voit si vous êtes capable de porter vos choses et de vous évacuer par les endroits indiqués. Donc, et après ça, on vous note. Après ça, on vous note. C'est très important. Il faut également demander, pour ceux qui ont les enfants, demander les plans d'urgence d'évacuation à l'école de vos enfants parce que, justement, il faut aider les enfants à être également aguerris à ce niveau-là. Restez toujours informés. L'information, c'est ce qui sauve ici. Restez informés. Parce qu'il peut y avoir le terrorisme quelque part. Si vous êtes toujours sur votre WhatsApp, peut-être, bon, je ne dis pas que WhatsApp n'est pas un moyen d'information. Parfois, vous pouvez avoir l'information par là, parfois pas. Vous pouvez vous diriger vers la zone minée et là, vous mourrez gratuitement. Donc, restons informés. Généralement, le département de la sécurité intérieure informe sur les alertes imminentes ou élevées. Donc, restons toujours informés, c'est très important. Il faut également, pour réagir, je le disais aussitôt, pour réagir en cas d'urgence, il y a un numéro utile, le 911, 911, où vous pouvez signaler les incendies, les crimes, les aides, si quelqu'un a besoin d'une aide médicale, si vous avez une fuite de gaz, si vous avez une activité suspecte, si quelqu'un rôde autour de chez vous sans aucune, vous appelez, il n'y a pas de souci. Et en cas de catastrophe naturelle, vous pouvez avoir plus d'informations sur comment faire sur le site indiqué. Passons au prochain point, en savoir plus sur les États-Unis. Pour mieux s'intégrer aux États-Unis, il faut vraiment chercher à savoir plus sur la culture, sur l'histoire, bref, sur comment le pays fonctionne. On ne dit pas d'oublier votre culture, mais cultivez-vous. Ça va vous permettre de mieux vous adapter par rapport à votre nouvel environnement et ça va permettre quelque part de vous fondre aussi parce que si vous êtes trop différent, vous pouvez attirer les mauvais regards sur vous et on ne sait pas. Donc, c'est ça. Donc, également, chercher à comprendre le fonctionnement gouvernemental des États-Unis. On a le gouvernement fédéral qui agit qui a le pouvoir législatif qui est géré par le Congrès, le pouvoir exécutif qui est géré par le président, le pouvoir judiciaire qui est géré par la Cour suprême. Et chaque État a aussi un gouvernement local, quoi.
Et il est conseillé également de vous balader, découvrir, marcher, découvrir les États-Unis. C'est 50 États et plusieurs territoires. C'est tout un continent. Découvrez, ça va vous permettre de vous détendre et tout, et de vous cultiver également. Quand vous êtes résident permanent, vous avez la possibilité de devenir citoyen américain. Pourquoi il faut devenir citoyen américain? Pour avoir le droit de voter. Si vous voulez faire partie d'un jury, si vous voulez obtenir un passeport américain, on sait tous les avantages du passeport américain. Si vous voulez vous voulez amener en priorité des membres de la famille, de votre famille aux États-Unis, c'est plus facile quand vous êtes citoyen de le faire. Si vous voulez être éligible à certains emplois fédéraux, si vous voulez obtenir certains avantages, il est conseillé de devenir citoyen américain, mais ce n'est pas obligé. Votre green card, si vous êtes résident permanent, votre green card a une validité de 10 ans. Si vous voulez tout garder votre citoyenneté d'origine, vous pouvez garder après vos 10 ans, vous renouvelez juste votre green card, ce qui fait que vous aurez encore un 10 ans, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, pour ceux qui veulent devenir citoyens américains, ce qu'on appelle ils vont passer par ce qu'on appelle la naturalisation, qui est en fait un processus, un examen qui vous permet de devenir citoyen américain. Donc, je n'ai pas assez de détails sur ça maintenant, mais je sais vous préparez un examen et on vous pose des questions physiquement et vous devez répondre à un certain pourcentage et si vous êtes retenu, c'est bon. Et pour conclure, je pense quand vous êtes résident permanent et que vous respectez tout ce que j'ai dit plus haut, vous êtes sur votre chemin pour réaliser votre rêve américain. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention et je suis ouvert aux questions. Yeah, Jimmy. Yeah, give me one. Yeah, okay, yeah. Merci donc à Sylvain. Je crois qu'il a été trop explicite. Je ne sais pas si les gens auront des questions parce qu'il a quand même été suffisamment clair. Si vous les en avez, vous les gardez, peut-être vous les poser à la fin. On va prendre